Bonjour, bienvenue sur Télésud, merci d'être avec nous, merci de votre fidélité. Tout de suite, ce qu'on vous propose ici même sur Télésud, c'est un document un peu exceptionnel. On va parler de cette ville, un peu connue mondialement, même je dirais très connue mondialement, puisqu'il s'agit là de parler de Moanda. Moanda, la ville du manganèse. Avec nous, Christian Mambou, merci d'être avec nous. Bonjour Adil. Bonjour, alors vous avez réalisé ce documentaire un peu exceptionnel, puisque on est plongé en immersion totale dans une société qui s'appelle Comilog. De quoi s'agit-il en quelques mots avant de lancer ce documentaire ? En fait, on essaie un peu de parler du rapport qu'il y a entre justement cette société Comilog et puis la ville de Moanda, parce que les uns et les autres dépendent, entre guillemets, voilà. Juste pour un petit rappel, Moanda, c'est un fils et sa sœur, enfin pardon, c'est un fils, non, c'est le frère et sa sœur de Colline. Oui, ça c'est pour la légende de la création de la ville qu'on explique justement dans le reportage. Ouais. J'aime assez bien. Ouais. Ça vous a pris combien de jours, ce tournage ? Oula, on l'a tourné en 2 jours. En 2 jours, très très speed, ce qui fait qu'on n'a pas eu le temps de voir un peu tout ce qu'il y avait autour justement de cette ville, parce qu'on a pas mal cavalé, quoi. Voilà. Vous avez rencontré quelques difficultés ? Des difficultés, non, parce qu'on a quand même eu une entreprise qui était assez ouverte et qui voulait, je ne vais pas dire qu'ils voulaient communiquer, mais en tout cas, toutes les personnes qu'on voulait voir, toutes les personnes qu'on a souhaité interviewer étaient à notre disposition. Ce qu'on voulait filmer était aussi à notre disposition. Eh bien, Christian Mambou vous embarque avec lui, avec ce documentaire exceptionnel, Moanda, la ville du manganèse. C'est ce qu'on vous propose tout de suite. Et surtout, restez avec nous, puisqu'on revient sur le plateau en parler avec nos invités, Jean-Claude Félix Chicaya et Moussi Meïz. Bonjour et bienvenue au Gabon, bienvenue à Moanda, la ville du manganèse. Le manganèse qui a fait la renommée de cette ville, connue en Afrique du Sud, en Australie, en Chine et partout ailleurs. Une ville de rang mondial sur la carte de la métallurgie. Moanda, c'est aussi une relation particulière avec la Comilog, la compagnie minière de Logoué. Un partenariat gagnant-gagnant entre le privé et le public qui dure depuis des décennies. L'histoire originelle de Moanda est d'abord celle de 2 jumeaux, le frère Moanda et la sœur Boudinga, qui meurent l'un après l'autre. Moanda en premier et Boudinga ensuite. Ils seront enterrés côte à côte. Avec le temps, leurs tombes deviennent 2 grandes montagnes, le mont Moanda et le mont Boudinga qui surplombent la ville et veillent sur ses habitants. L'histoire contemporaine de Moanda trouve ses origines dans son sous-sol exceptionnel. Depuis plus d'un demi-siècle, le rituel de l'extraction semble immuable dans un vacarme qui mêle le vrombissement des bulldozers, des pelles, des chargeuses et des dumpers de 100 tonnes. Un balai de machines géantes extrêmement précis et bien rodé. L'histoire du manganèse gabonais commence ici dans cette immense carrière à ciel ouvert où les hommes vont l'extraire du sol 16 heures par jour, du lundi au samedi. Olivier Cassibi est contremaître carrière depuis 11 ans. Il coordonne les activités d'extraction et a sous sa responsabilité les hommes et les machines du site. Tous dépendent du département exploitation minière et maintenance des engins qui compte plus de 200 personnes. En principe, nous sommes quand même maillons de la chaîne. Donc en amont, on a les sondages, on a la planification. C'est des 2 autres groupes qui ont étudié, qui nous donnent la consigne, qui nous disent, bon, allez à tel endroit, allez récupérer tel bloc, allez récupérer tel minerai, tel minerai. Pour les experts, le sous-sol de Moanda contient un minerai classé parmi les meilleurs du monde. Il est riche en manganèse et compte près d'un quart des réserves mondiales. Son exploitation semble plutôt aisée. Non seulement c'est une mine à ciel ouvert, mais la quantité de matériaux à extraire pour atteindre le minerai est quand même favorable si on se compare à d'autres activités du même type.
Après la boue et l'argile, le minerai passe à la laverie. Le manganèse se fait une petite beauté avant d'être présenté au monde entier. Le minerai brut qui arrive de la carrière est stocké en différents tas. Il est récupéré par 2 extracteurs. Le passage à la laverie permet de séparer la terre du métal. La laverie est un service particulier à plus d'un titre. Ici, on parle déjà de produits marchands qui, en termes de qualité, doivent répondre aux souhaits du client. De ce service sortiront 2 types de produits. Pour atteindre le résultat escompté, le minerai subit différents traitements. Il passe d'une machine à l'autre comme dans ces énormes tambours en rotation qui injectent de l'eau sous pression. Le processus se déroule sous haute surveillance. Comment vous pouvez savoir qu'il y a un problème au niveau des machines? Bien, au niveau de machine, nous avons une supervision, c'est des TAV. Nous avons tous les équipements ici. Et lorsque un équipement est passé en défaut, et tout de suite, nous avions la possibilité de détecter depuis le poste de supervision. J'ai comme l'impression que tout est automatisé, il n'y a pas besoin d'hommes. Négatif, c'est vrai que tout est automatisé, mais par contre, il faut forcément l'appui d'hommes pour pouvoir mettre en place ce système. Une autre particularité de la laverie est la production de déchets. 35 à 40 000 tonnes de sable de manganèse en termes de rejet, 70 à 95 000 tonnes de boue. À cela s'ajoutent les eaux usées. Pendant des décennies, les déchets étaient déversés dans la nature, notamment dans la rivière Moulili, en toute violation des règles écologiques. Une négligence qui a eu des conséquences sur l'environnement. Les écologistes parlent alors de contamination des sources d'eau potable au mercure, de destruction de la faune et de la flore, sans oublier des problèmes de santé pour la population vivant sur les bords de la rivière Moulili. Aujourd'hui encore, certains habitants restent traumatisés. On ne sait pas, est-ce que vraiment il y a certaines maladies, est-ce que c'est dû à cette entreprise, on ne sait pas. Donc on s'interroge un peu, voir est-ce que réellement on ne peut pas avoir des impacts négatifs sur cette société. Il y a 4 ans, la société minière a été convoquée par la justice gabonaise pour pollution à la suite de plaintes d'un collectif de 350 habitants et des ONG. Depuis, l'affaire suit son cours au tribunal et l'entreprise change petit à petit ses habitudes. Tu me fais à peu près 3 seaux de prélèvement. Je vais faire une préparation de ce floculant et le tester pour mesurer la vitesse de sédimentation du floculant. Après, si ça marche très bien, on va l'utiliser pour floculer nos boues. Voilà. Flore Mouélé est la patronne du groupe Laverie. Son service applique aujourd'hui la démarche environnementale de l'entreprise. 0 déchet de rejet dans la nature des affluents. Elle rappelle que la laverie fait un traitement basique où les eaux qui nettoient le minerai ne contiennent pas de produits chimiques. Une partie de l'eau est récupérée dans la nature, mais à peu près 25 à 30%. Mais le reste est recyclé, c'est de l'eau recyclée. C'est-à-dire que tout ce que je rentre dans la laverie, je le recycle pour le réinjecter dans la laverie. Quant aux boues, elles sont stockées dans de grands bassins industriels d'environ 1 million de mètres cubes. Les sables sont mis dans d'anciennes cavités d'extraction. On recouvre ces sables d'une terre végétale et tout repousse naturellement. Voilà la politique un peu, dans le respect de la politique environnement. Donc qui dit traitement de minerai à la laverie, et un peu partout, hein, même au CIM, au C2M, traitement du minerai à la laverie, respect de l'environnement. Le respect de l'environnement passe aussi par la dépollution de la rivière Moulili. La société a lancé un projet de réhabilitation du cours d'eau. Au complexe industriel de Moanda, les techniciens récupèrent les déchets au fond de la rivière depuis plus d'une 40aine d'années. On nettoie la rivière pour pouvoir, en valorisant le déchet, et ça nous permet effectivement de rendre tant soit peu la rivière avec le moins possible de déchets. C'est le fameux zéro pollution. C'est le fameux zéro rejet Moulili, c'est le fameux réhabilitation de la rivière Moulili. L'entreprise tire également profit de cette réhabilitation. Le mélange de boue et de particules est valorisé. Il va subir différents traitements et sera enrichi. À la sortie du complexe industriel, certains sédiments deviennent de l'hydrométal destiné par exemple à la pharmacie, à la fabrication de piles et d'oligo-éléments. 2 autres produits destinés à la métallurgie se retrouveront dans les fours à travers le monde.
L'impact de la compagnie minière de Logoué sur son environnement s'observe dans d'autres domaines. Il suffit de se promener dans la ville pour s'en rendre compte. Moanda est un livre à ciel ouvert qui raconte l'histoire de Comilog. Celle-ci commence en 1962 avec l'exploitation du manganèse découvert par le Bureau de recherche géologique et minière. Une découverte qui va alors bouleverser la bourgade de 500 habitants pour en faire une ville cosmopolite. Si Comilog n'existait pas, est-ce que Moanda existerait? C'est une question difficile à répondre. Je pourrais tout simplement dire que l'histoire nous apprendra que c'est Comilog qui a fait Moanda, même si Moanda est avant un village, mais c'est grâce à l'activité de Comilog que finalement Moanda s'est développé. Beaucoup de populations sont venues d'ailleurs, venant chercher l'emploi. Toutes les personnes qui vivent en Moanda ont un lien avec Comilog, plus ou moins. Donc le lien est très très fort. Je pense que c'est l'une des rares multinationales au Gabon à laquelle les gens s'identifient. Jusqu'à l'avènement de la démocratie dans les années 1990, la Comilog avait une relation particulière avec la ville. Les maires qui n'ont pas connu cette période parlent plutôt de partenariats privilégiés. Elle apporte beaucoup pour la ville. Hein? Elle n'est pas seulement pour la ville, mais pour le pays. Bon, c'est la mamelle de la commune. Parce que c'est un partenaire qui est présent dans la localité et que à chaque fois que la commune aussi se rapproche d'elle, elle réagit positivement. Au nombre des réalisations de la compagnie minière, il y a par exemple la construction de l'hôpital Marcel Abéqué, du nom de celui qui pendant 22 ans fut directeur général de Comilog. On va chanter chaque matin. La société investit aussi dans l'avenir, comme avec le jardin d'enfants Comilog qu'elle a construit en 1972 et réhabilité récemment. Il accueille des enfants de 3 à 5 ans dont les parents sont des salariés de la Comilog. Le lycée Henri Silvos est un autre exemple d'établissement construit par Comilog qui en a fait don à l'État gabonais. L'entreprise finance toujours en grande partie le lycée. Historiquement, il y a des expatriés ici, aussi bien au niveau des enseignants que de la direction, parce qu'avant, il y avait beaucoup plus d'expatriés qui travaillaient à Comilog. Donc il fallait, pour que les familles puissent venir, qu'elles aient un enseignement français à leur disposition. Depuis, la composition des lycéens a bien changé, même si l'admission à Henri Silvos reste soumise à certains critères. Un élève extérieur à Comilog peut très bien faire sa scolarité ici. S'il réussit les tests, par exemple, il rentre et il n'y a pas de souci. Donc c'est ouvert j'ai envie de dire, à la ville de Moanda, dans la limite des places disponibles. Le grand marché de Moanda est aussi lié aux actions de Comilog. C'est le cœur de la ville. Une place colorée et animée où chaque jour les commerçants ravitaillent la population en produits frais et autres marchandises. L'hôpital, les écoles, le marché, des exemples parmi tant d'autres de la présence de la société dans la ville. La compagnie a investi le quotidien des habitants, parfois dans des domaines qui a priori peuvent surprendre. Sur le plan activité socio-culturelle, Comilog entretient une équipe de football qui fait la fierté non seulement des agents Comilog, mais de la population de Moanda. Parce que lorsque cette équipe-là joue au championnat national, gagne le championnat, mais ça fait la fierté non seulement des agents Comilog, mais également de la population de Moanda. Ce sont des exemples comme ceux-là qui sont multiples. Pourtant, ces actions sont différemment appréciées par les Moandais. D'un côté, il y a ceux qui se disent satisfaits de cet engagement. Je suis en Moanda depuis 80. Donc, mon père a travaillé à Comilog. Par rapport à l'évolution concernant l'emploi, je parle d'abord de l'emploi, je sais qu'il y a une évolution au niveau de Moanda par rapport à Comilog. Ce que je pense personnellement sur la société Comilog, c'est vraiment une entreprise qui est en train d'amener les gens à une bonne évolution, c'est-à-dire économiquement. De l'autre côté, il y a ceux pour qui cette implication ne profite qu'aux seuls salariés de l'entreprise, dont le pouvoir d'achat et le mode de vie ne reflètent pas celui de l'habitant du coin. Je dirais que le social, ce sont les agents Comilog qui trouvent un peu leur compte. Parce que nous, la population, c'est un peu compliqué. Parce que si nous allons par exemple un peu du côté de l'hôpital, vous voyez que quand vous arrivez, vous êtes malade, pour que vous vous installez à l'hôpital,
il faut prévoir déjà une affaire de 50 000 francs pour la caution. Ça fait 25 ans que je suis en mandat. Apparemment, à l'époque, lorsqu'il y avait un blanc ici qui était à Komlog ici avant, à l'hôpital Komlog. Quand ce blanc-là était à Komlog, les gens ils étaient un peu à l'aise. Là, l'hôpital était cadeau pour tout le monde, tous les habitants de Mwanda. Toujours dans les sujets qui fâchent la population, il y a la voirie, avec des routes en mauvais état et des espaces publics mal entretenus. Mwanda ne reflèterait pas l'image d'une ville minière abritant l'un des principaux producteurs mondiaux de manganèse. Vous allez par exemple à la cité 4 et dans un autre quartier de Mwanda, est-ce qu'il y a match? Il n'y a pas match. Là-bas, c'est bien équipé, tout est goudronné. Il y a les quartiers vraiment qui sont isolés dans Mwanda. Alors, nous, ce qu'on souhaite un peu, que Komilog fasse un peu plus pour les populations de Mwanda. Regardez un peu la ville. Il faudrait que Komilog essaie un peu de faire un effort. Vous allez voir la route on a remis à l'État. Mais c'est regrettable. C'est regrettable parce que la route, les autorités ne pensent pas à la route. Donc nous voulons la route répare à Komilog, c'est-à-dire Komilog s'en occupe de la mairie, l'entretien routier, la voirie de Mwanda. Nous sommes en train de se réfléchir sur l'extension d'eau et d'électricité dans les quartiers. Nous travaillons en ce moment avec la SCG pour essayer d'endiguer ce phénomène-là. Et donc c'est normal que les populations se plaignent parce que vous voyez l'état des routes, jusqu'à aujourd'hui on n'a pas encore mis le bitume, mais ça viendra, il faut qu'ils soient patients. Non, comme vous dites, c'est normal qu'elles se plaignent, mais le seul défaut, c'est qu'elles ne se plaignent pas sur le dos de la mairie, elles se plaignent sur le dos de la Komilog. C'est ça un peu mais vous savez, voilà. En fait, Komilog a une histoire. Quand Komilog s'implantait, elle avait vraiment un volet social très important. Pourquoi je dis très important? Parce que depuis les années 60 jusqu'à l'ère de création des communes, Komilog faisait tout. C'était la belle époque où un représentant de la société siégeait au conseil municipal. Mais pour le maire, malgré les plaintes de ses administrés, le rôle de son principal partenaire reste tout aussi important. Et parfois, face aux fortes attentes de la population, il ne peut être perçu d'emblée. Grâce à la présence de la Komilog, on voit cette ville quand même accueillir des établissements bancaires, ce qui n'est pas le cas d'autres villes du pays. Dans le cadre de sa politique sociale, Komilog vise l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses salariés, ainsi que leur participation aux performances réalisées par l'entreprise. Elle emploie près de 2000 personnes. Dans les années 60 et bien plus tard, de nombreux postes étaient occupés par des expatriés. Le Gabon manquait alors de compétences dans l'extraction. Les choses ont évolué et Komilog a fait sa mue. Des jeunes Gabonais, formés souvent à l'étranger, voire dans les usines du groupe Eramet, la maison mère, ont su s'arrimer aux nouvelles technologies de l'industrie métallurgique. Hier encore, au niveau des expatriés, on trouvait encore des contremaîtres. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tous ces postes d'encadrement sont devenus aujourd'hui occupés aujourd'hui par des Gabonais. De plus en plus, les cadres gabonais prennent des postes de responsabilité. Nouveaux responsables et nouveaux visages, mais les objectifs n'ont pas changé. Être compétitif pour demeurer dans le trio mondial des producteurs de manganèse. Komilog, cette société et le complexe industriel de Mwanda en particulier, est constituée des hommes et des femmes très armés pour la compétition internationale. C'est pas ça qui nous fait peur. Là, on peut dire que c'est le départ, c'est ça? C'est ça, c'est le départ. C'est, entre guillemets, le rituel de chaque matin. Il faut se préparer à gagner le boulot pour nous, les producteurs. On doit commencer à peu près dans 45 minutes. Donc, il faut prendre tout son paquetage rapidement et puis prendre la route pour une petite douzaine de kilomètres à faire pour gagner les unités de zèle. On a l'impression que vous passez plus de temps à l'usine qu'à la maison. Ah, c'est quasiment ça, hein. Il faut l'avouer, c'est la particularité de vivre dans cette localité avec une activité telle que la nôtre. Nous passons effectivement une bonne majorité de notre temps dans les usines. Cela fait 13 ans que Gabin Lendoy travaille à Komilog. Pour lui, la compagnie minière est un point important de sa vie. Il en parle comme d'une seconde famille. Le jeune ingénieur et chef du département production
Manganèse Métal. Et qu'est-ce que ça fait de travailler pour une entreprise de niveau mondial? C'est ce qui permet à beaucoup d'entre nous, jeunes Gabonais et plus jeunes encore que moi, de pouvoir être motivés, de venir s'installer dans une localité comme celle-là. C'est surtout justement le leadership, la renommée et ce que fait l'entreprise Comilog. Nous avons un cadre de travail assez moderne, nos métiers, nos technologies sont à la pointe de ce qui se fait dans nos domaines de formation et donc du coup c'est d'abord à la fois une fierté mais c'est aussi un challenge très motivant pour les jeunes ingénieurs gabonais que nous sommes parce que nous sommes au contact, nous familiarisons avec des technologies de pointe dans le domaine de la minéralurgie, de la métallurgie, de la géologie, de la chimie. Gaben Landoy travaille sur le 3e site de Comilog, le C2M pour complexe métallurgique de Moanda. Un complexe qui se dresse sur 50 hectares avec un investissement de 300 millions de dollars. Il est le reflet d'une ambition politique et industrielle. Après 50 années d'extraction, le Gabon franchit le cap de la transformation locale. C'est un projet qui date de 1996 à la demande du feu président Omar Bongo aux autorités de Comilog, aux responsables de Comilog, que l'extraction c'est une bonne chose, mais la transformation serait meilleure. Omar Bongo attendra plus d'une décennie avant de poser la première pierre du C2M. La Comilog met en place une équipe d'experts pour étudier la faisabilité du projet. Après les procédures administratives et les études de terrain, le président gabonais répond à l'invitation de la société en 2009. La première pierre marque le début d'un processus de grande envergure dans la métallurgie. Et tandis que tout le monde se projette avec fierté vers l'avenir, personne n'imagine à ce moment qu'il s'agit de la dernière sortie publique du père du Gabon moderne. Le successeur d'Omar Bongo fait sienne la politique de la transformation des ressources locales. Dans le domaine de l'exploitation du bois, par exemple, il interdit l'exportation des grumes. Le C2M marque politiquement une étape importante pour Ali Bongo qui prône l'émergence du Gabon. Nous avons aujourd'hui réalisé quelque chose d'important pour notre économie et qui me renforce dans la décision que nous avons prise à partir de 2020. Nous n'exporterions plus rien qui ne soit transformé dans notre pays. L'inauguration officielle du nouveau complexe se déroule en grande pompe devant les salariés et plus d'un millier d'invités. Depuis la cérémonie en juin dernier, le travail a repris son cours. Le C2M a 2 activités. Le silico-manganèse qui a démarré en août 2014 et l'usine de manganèse métal en mai 2015. Le complexe est en phase de montée de production. Il faudra environ 2 années pour qu'il atteigne sa capacité de production optimale. C'est quand même une sacrée aventure humaine. Les 432 personnes ne connaissaient pas ce que ça voulait dire la métallurgie au Gabon. Aujourd'hui, on a, sur ces 432 personnes, je dirais 70 personnes n'avaient jamais travaillé. On les a mis dans un programme de formation qui a duré près de 2 ans et c'est aujourd'hui une réussite. Nous sommes en train de démarrer cette usine et on va voir ce que ça va donner. L'aventure dans laquelle se lance le Gabon est constituée d'une série d'étapes et de transformations. Ici, on est au parc de stockage des matières premières pour la production de silico-manganèse. Parmi ces matières premières, il y a du minerai de manganèse, du quartz, de l'aggloméré et du coke. Les minerais sont ensuite acheminés à l'unité 524 pour être brûlés dans des fours électriques. Dans ce four sont brûlées différentes matières à plus de 2000 degrés. Leur alliage donnera le silico-manganèse fabriqué pour la première fois au Gabon. Avant d'atteindre cette étape, il y a la coulée. Du four troué par les opérateurs jaillit le silico-manganèse. Un chariot en dessous du four va recueillir le liquide. Le produit va petit à petit remplir en cascade les différentes poches du chariot. Nous allons retirer le chariot avec la poche et les 2 pots. Et ensuite, nous allons démarrer une autre phase de notre opération qui va consister à lancer l'opération que nous appelons la recoulée. Et d'une phase à une autre, le produit prend forme.
En fonction du processus et de ses ratios, l'entreprise obtient un manganèse aux teneurs souhaitées, ce, en fonction de la demande de la clientèle. Le complexe métallurgique de Moanda ne transforme que 5% du minerai extrait. Pour le reste, rien n'a changé. Il est transformé à des milliers de kilomètres du Gabon. Au C2M, on transforme à peu près 5% du minerai qui est extrait. Alors vous allez me dire c'est peu, mais quand vous allez voir la taille de l'usine qu'il faut mettre en œuvre pour transformer 5%, c'est beaucoup. C'est à la fois peu et beaucoup. Dans les accords que vous avez avec le gouvernement ou par rapport aux objectifs de l'entreprise, est-ce que vous envisagez d'aller au-delà de 5%? Si vous voulez transformer 100%, il faudra multiplier par 20, ce qui ne paraît pas possible, mais il faut en tout cas, si l'activité ici arrive à être menée de manière tout à fait satisfaisante, j'imagine que dans la suite, il y aura des développements ultérieurs. Oui. Les cadres de la compagnie ne se focalisent pas sur le chiffre de 5%. Ils parlent plutôt de révolution. Le lancement du C2M a déjà permis la création de 432 emplois directs et presque autant dans la sous-traitance. À cela vont s'ajouter des emplois induits pour répondre aux différents besoins des familles des nouveaux salariés qui s'installent à Moanda. La transformation du manganèse apporte d'une part de la valeur au produit, elle permet d'autre part un véritable transfert de technologie. Le manganèse vendu sous forme de manganèse métal a une valeur 7 fois supérieure à s'il était vendu sous forme de minerai. Sous forme de silicomanganèse, sa valeur est multipliée par 4. L'autre réussite, qu'est-ce que c'est? C'est le transfert de technologie. Hier, on n'avait pas de métallurgie. Aujourd'hui, on a la métallurgie au Gabon. Cette technologie, il a fallu l'emmener pour faire du Gabon un pays métallurgique. Avec le C2M, vous savez, lorsque vous avez une raffinerie de pétrole, vous pouvez ne plus avoir de pétrole, vous pouvez ne plus produire du pétrole, mais raffiner du pétrole, même venant d'ailleurs. Aujourd'hui, avec le C2M, c'est ce qu'il faut que les gens comprennent et retiennent. Selon les estimations, la ville de Moanda a encore de beaux jours devant elle, avec 50 à 60 ans de réserve de minerais. Depuis 1962, l'exploitation du manganèse s'effectue sur le seul plateau de Bogombe. Les 4 autres plateaux demeurent à ce jour inexploités. Avec le C2M, l'État, Eramet et Comilog passent à la vitesse supérieure dans le cadre du partenariat public-privé. Outre l'Afrique du Sud, le Gabon devient le premier pays d'Afrique subsaharienne à extraire puis transformer sur son sol son minerai. Un grand pas pour ce petit État qui rêve d'intégrer le club fermé des grands pays industriels de la planète. Documentaire exceptionnel, un document réalisé par Christian Mambou qui est avec nous ici sur le plateau. Moanda, la ville du manganèse. Et on en parle aussi ici même avec nos invités qui sont là. Jean-Claude Félix Chikaya, chercheur à l'IPSE, merci d'être avec nous. Merci. Mais également Meïz Mouissi, qui est banquier. Bonjour et merci. Je m'adresse à Christian Mambou. Bravo tout d'abord pour ce documentaire exceptionnel à réaliser donc, dans la ville de Moanda. Je veux juste rappeler... C'est le grand réalisateur. Absolument. Rappelons-le aussi qu'on salue ici chaleureusement. Moanda, une ville du Gabon, située à une 60aine de kilomètres de Franceville. Cette ville, rappelons-le, c'est une ville minière d'environ 45 000 habitants. On va dire ça comme ça, oui. En tout cas, moins de 50 000. Et elle est la capitale du manganèse. Vous confirmez aussi également? Oui, elle s'est construite sur le manganèse, oui. Alors, sur dites-moi, l'exploitation du manganèse. Christian Mambou, d'abord, quand on prend un peu de recul et quand on regarde ce documentaire, il y a plein de questions, plein d'interrogations qu'on peut se poser ici. Mais justement, on va en parler. Qu'est-ce qui vous frappe d'abord avec le recul? Est-ce que vous avez des nouvelles, par exemple, de tous celles et ceux que vous avez rencontrés dans le cadre de ce documentaire? Que sont-ils devenus? De certains membres de la Comilog, oui, on est quand même resté en contact. Bon, de la population, en général, c'est beaucoup plus des micro-trottoirs qu'on fait. C'est des gens avec lesquels on parle, on discute, tout, mais c'est vrai qu'on ne prend pas après de contact en tant que tel, quoi. Voilà. Quand on sort de ce document, un peu, je dirais, atypique, parce que c'est vrai que là, on voit le Gabon sous un autre angle. Qu'est-ce que vous en tirez comme leçon, Christian Mambou? Quand on sort de ce document, on se rend compte qu'on est quand même rentré dans un autre univers, un univers que moi je ne connaissais pas du tout, parce que j'ai dû apprendre quand même les différents termes. C'est vrai que j'avais entendu parler de Moanda, j'avais entendu parler de Comilog. Comilog, je dirais moi en tant que Congolais, c'est aussi une partie de mon enfance, parce qu'il y avait une partie de ce minerai à une certaine époque qui était évacuée par Pointe-Noire.
Mais après, je me rends compte entre ce que j'imaginais de Mwanda, de ce que j'imaginais aussi de Comilog, c'est quand même assez différent quand on va justement dans cet univers où il faut apprendre pas mal de choses. Bon, j'ai dit qu'on l'a fait en 2 jours, donc en 2 jours, il a fallu un peu comprendre beaucoup de choses, quoi, voilà. Non, en 2 jours, c'est quand même la course, non? C'est une grande course, oui. Je vais m'adresser, rappelons-le quand même, pour celles et ceux qui viennent de nous retrouver, que Christian Mambou, on ne vous présente plus, hein, on peut même d'ailleurs se tutoyer. Vous êtes journaliste ici à la rédaction, oui, au sein de cette belle maison. Je vais regarder mes invités, Jean-Claude Félix Chikaya et puis Maïs Mouissi. Dites-moi, tout d'abord, rappelons un petit chiffre quand même, l'Afrique du Sud est le leader mondial de la production minière, hein, du manganèse, 26%. Elle est suivie tout de suite derrière par la Chine, 19%, l'Australie 16% et le Gabon 11%. C'est des chiffres qui vous parlent? Quand on voit le Gabon finalement est bien placé, quoi, il est bien situé mondialement. Oui, le Gabon est très bien placé et le projet s'inscrit bien dans ce que voulait Feu Omar Bongo et qui est repris d'une manière assez remarquable par son fils maintenant président, sous une appellation du Gabon pays émergent, même si le Gabon n'a jamais été économiquement la tête sous l'eau. Mais la combinaison public-privé et ce côté gagnant-gagnant, et on voit bien qu'il y a eu quelques ratés dans les décennies précédentes et des leçons ont été prises, notamment sur le plan environnemental, sur le plan du travail social qui peut s'approfondir avec l'État, même si l'État doit prendre sa place aussi peut-être d'une manière plus concertée et plus forte pour que Mwanda soit une ville vraiment représentative d'une ville puissance nationale, continentale, sous-régionale et mondiale, des attentes de la population tout à fait légitimes et des projets qui sont gigantesques, hein, mais qui vont permettre au Gabon de maintenir et peut-être aller en avant et devant ces mastodontes que sont l'Australie, la Chine et l'Afrique du Sud. Absolument. Maïs Mouissi, dites-moi, le rôle de Comilog, par exemple, face au Gabon et face à l'État gabonais, c'est quand même, rappelons-le, l'un des premiers employeurs du pays. Comment on peut qualifier le rapport avec l'État et Comilog aujourd'hui ? La Comilog est une entreprise structurante dans l'économie gabonaise, au même titre que certaines compagnies pétrolières. Il faut bien comprendre que l'économie gabonaise est structurée autour de 2 grands piliers. Un grand pilier pétrolier, parce que le Gabon est l'un des principaux pays pétroliers en Afrique centrale, et un pilier minier qui est porté aujourd'hui principalement par la Comilog. Pour compléter les propos de M. Chikaya, en termes de production aujourd'hui, la Comilog, effectivement, produit environ 11 à 15% de la production mondiale. La Comilog avec le seul gisement de Mwanda. Mais il faut dire qu'autour de Franceville, on a découvert cette année un autre gisement de manganèse dont la teneur est tout à fait appréciable et qui a été prospecté par des grandes sociétés comme BHP Billiton. Donc en réalité, le Gabon, dès lors qu'il aura réussi à valoriser les différents gisements de manganèse qui sont identifiés sur le territoire national, pourra très rapidement devenir le premier producteur mondial de manganèse. D'où l'utilité et la nécessité de créer un pôle de transformation à travers le pays pour qu'une grande partie de la valeur ajoutée soit créée sur place de façon à ce que le pays n'exporte plus le minerai brut. On voit bien d'ailleurs que ça profite à la population locale, hein, pleinement. Ça crée quand même On fait souvent référence aux expats il y a quelques années, mais là, je veux dire clairement, les Gabonais... non, la Comilog, c'est quand même gabonitisé, je sais pas, enfin, il y a une gabonitisation, je sais pas comment on dit ça. Gabonisation voilà, au sein de la Comilog. Quand on dit profiter à la population, effectivement, par exemple, là, la construction donc, du C2M, il y a quand même à peu près 400 emplois. Ils disent qu'il y a à peu près, ça c'est 400 emplois directs, il y a à peu près le double aussi pour les emplois indirects, sans oublier le fait que quand... il y aura encore de nouvelles personnes, il faut par exemple des nounous, il faut... enfin, je parle de ces petits emplois, oui, je pense que ça peut quand même profiter à la population, oui. Alors j'ai fait référence, vous savez, à une dame qui justement faisait référence à son état de santé et à son inquiétude et à sa crainte dans les années à venir. Est-ce que le manganèse, par exemple, ne présente pas de danger, clairement, je vous pose clairement la question, pour la santé humaine? Par exemple, si je fais référence à l'eau, si je fais souvent qui parfois peut donner une couleur noire, qui peut donner aussi un goût désagréable. Est-ce qu'on peut être inquiet, clairement, pour celles et ceux qui nous regardent et quand ils se disent que le manganèse, on peut avoir des craintes? Et je parlerai d'autres hypothèses aussi qui viennent apporter une contradiction. Oui. Jean-Claude Félix Chikaya. Ce type d'entreprise interroge tout de suite la santé publique.
Et l'environnement. Et l'environnement, tout ça. Et d'autres champs. Hein, on a bien vu, et je vous félicite, vous et M. Ngoma, sur ce remarquable documentaire en 2 jours. C'est assez remarquable, parce que rien n'est éludé, et notamment la problématique de la santé publique. Et on voit bien que c'est pris en compte. C'est-à-dire que des erreurs ont été commises. Il y a quelques victimes de ce type d'erreurs. Et l'important, c'est que justement, ces projets à venir, comme vous l'avez souligné, les projets actuels sont aussi l'occasion de se réinterroger. Le Gabon était assez en pointe à la COP21 sur toutes ces questions d'environnement. On sort de la COP21. Voilà, le Gabon n'a pas été timide dans les revendications. Et là, sur la santé publique, il y a une santé publique gabonaise et régionale. Et tous les gisements et autres terrains d'extraction ou autres, de toute façon, maintenant, sont obligés au niveau d'un État et des entreprises. Il y a un cahier des charges que soumet donc la COP21, mais pas seulement la COP21, toutes les organisations régionales et étatiques. Et la santé publique va être obligée non seulement de prendre en compte pour les projets présents et à venir, et réparer, donc un programme de réparation de ce qui, malheureusement, a impacté des populations et l'environnement. Oui, mais on sent quand même, parce que, je veux dire, il y en a qui font de façon très nuancée, il y a quelque chose de sous-jacent. C'est-à-dire que dans le traitement des eaux, par exemple, elle fait référence clairement à ça. C'est normal qu'on parle de l'eau, puisqu'après, finalement, ça va dans une rivière. Mais pour revenir sur cette dame, quand on l'interroge, elle n'est pas malade, hein. Elle n'est pas malade. Non, elle n'est pas malade, bien sûr, non. Elle est préoccupée. Oui, elle est préoccupée. Mais je crois qu'à une certaine époque, lorsqu'il y avait les extractions, lorsqu'on trouvait par exemple du pétrole, qu'on trouvait du manganèse, les gens, nous sommes dans les années 50, les années 60, ils ne s'occupaient pas de l'environnement. C'est que toutes ces entreprises, à un moment, elles sont rattrapées par cette réalité, parce que maintenant, aujourd'hui, on s'en occupe. Donc, quand la Comilogue est rattrapée par ça, à un moment, qu'est-ce qu'elle fait? Effectivement, il faut mettre une politique environnementale. Il faut que ce qu'on a eu à souiller, entre guillemets, il faut maintenant qu'on essaie maintenant de restaurer, de dépolluer. Est-ce que vous-même, vous l'avez remarqué qu'ils ont pris les dispositifs nécessaires pour garantir l'environnement, l'eau, le sol, l'air? Toutes les personnes que nous avons interrogées nous ont parlé aussi d'environnement. On sent bien que c'est une préoccupation au sein de l'entreprise. Ça, vous le sentez? Oui, ça, on le sent. Et puis, il ne faut pas aussi oublier que derrière, il y a eu quand même un procès, il y a eu quand même un collectif d'ONG qui se sont manifestés. Bon, 300 personnes, ça fait quand même beaucoup pour une entreprise qui fait partie de la ville, donc qui est normalement censée être proche de ces populations. Donc, il ne faut pas les rendre malades, entre guillemets. Donc, mais Christian Mambou, on voit bien que les responsables que vous interviewez, ils disent clairement, voilà, il y a des dispositifs, des mesures, qui ont été prises, décidées. Mais est-ce que votre sentiment en tant que journaliste, est-ce que vous sentez que c'est simplement de belles déclarations, ou est-ce que c'est une réalité? Non, moi je sens une implication. De toute façon, à un moment, même s'il y avait un mensonge, ça se vérifie toujours. Voilà. Moi, j'ai senti qu'il y avait une implication. Quand on est parti au complexe pour l'enrichissement, on voit très bien. On va dans la rivière, on voit cette boue qui sort. On essaie un peu de suivre le processus. C'est vrai que nous, on a survolé parce que si on rentre dans les détails, à un moment, on peut aussi perdre nos téléspectateurs. Et aussi, c'est très compliqué, quoi. Mais on sent cette implication. Mais Moussi, vous voulez réagir? La question environnementale, de mon point de vue, est fondamentale. Et elle n'implique pas uniquement la Comilogue. La question environnementale est d'abord une question gouvernementale. Il revient au gouvernement d'assurer la santé publique des populations. Et donc, il doit exister un cadre normatif qui définit les règles et les normes environnementales auxquelles toutes les entreprises qui exercent dans le domaine minier et par extension pétrolier doivent se plier. Il doit donc avoir, de la part de l'État, des mécanismes de contrôle. Moi, j'entends bien que la Comilogue, et elle fait bien, a mis en place un certain nombre de mesures pour prendre en compte des normes environnementales, a mis en place des mesures de dépollution de la Moulili, donc la rivière où étaient jusqu'à présent déversés les déchets. Mais il appartient à l'État de faire des tests, des contrôles par prélèvement pour s'assurer que ces décisions de la Comilogue soient effectuées dans les normes attendues pour l'État. Ça, c'est la première chose. Et je voudrais dire que si par le passé, parce que l'activité du manganèse a fait en sorte que certaines populations soient lésées par l'activité en raison de la pollution. Il faut qu'on trouve des mécanismes pour les dédommager. Parce que c'est aussi cela qui permettra de remettre du lien entre les populations de Moanda et la Comilogue, qui est une compagnie, qui est la principale compagnie de la région, et encore une fois, qui est structurante pour l'économie de la zone. Toxique, oui, quand il est présent en excès. Contrairement à l'uranium,
qui est un minerai, on va dire, radioactif, donc au simple contact qui peut rendre malade. Le manganèse n'est pas radioactif. Donc le manganèse en lui-même, on a vu le journaliste sur le terrain tenir du manganèse. Il n'aura rien. Le problème, c'est le déversement des déchets dans les rivières qui sont derrière utilisées par les populations, qui sont utilisées par les animaux, par la faune, la flore, et qu'on utilise. Alors vous avez raison, c'est vrai que vous avez raison, je vous interromps juste quelques secondes. Dans l'air, c'est vrai que sa concentration est normalement très faible, mais il reste quand même dans les régions un petit peu de... Voilà, ça représente 0,5 à 14 vraiment mètres cubes. C'est ça, vous m'arrêtez si je me trompe. Et en même temps, dans le sol, les teneurs varient selon le contexte géologique où la pollution est très présente, ou parfois est toxique. C'est tout à fait vrai, parce que, encore une fois, la zone de Franceville et de Moanda, en réalité, les montagnes de minerais que l'on voit sont pour partie des minerais multimétalliques. On trouve, c'est une région où dans ces montagnes où on exploite le manganèse, on peut parfois trouver un peu de fer, en très faible quantité. On peut trouver un peu d'uranium. Et l'uranium, même à très faible quantité, est tout à fait toxique. Donc, c'est pour ça, je dis, le cadre normatif pour l'exploitation minérale doit être fixé par l'État en tenant compte de tous ces paramètres qui doivent y compris protéger la santé des populations. Aujourd'hui, lorsqu'on va à Moanda, on se rend bien compte que les populations ne vivent pas très loin des mines. C'est une petite ville, tout le monde est plus ou moins concentré. On peut imaginer des mécanismes qui font en sorte, pour les mines futures, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de contact ou de proximité entre les zones où on fait de l'exploitation et de la production et les zones d'habitation des populations, par exemple. Mais c'est à l'État de définir ce cadre normatif. Alors, c'est une bonne question. Enfin, c'est pas une bonne question puisque vous la soulevez pas, mais je vais... belle transition pour me retourner vers Christian Bambou et lui poser la question. Est-ce que vous avez cherché à entrer en contact avec l'État et lui poser ce type de questions concernant préoccupation de la population, les mesures environnementales, le dispositif à prendre pour les années à venir, puisqu'on parle maintenant des mesures, on sort de la COP, d'ici 5 ans, 10 ans, on a très peu de temps. Alors, on a pris contact avec le ministre des Mines, mais l'interview n'est pas encore faite parce que, normalement, ce reportage, il est fait en 2 parties. Voilà. Pour pouvoir parler, en fait, du nouveau code minier au niveau du Gabon. Mais le ministre vous a répondu? Le ministre est favorable, mais on a des emplois du temps qui font que, voilà, il a un emploi de temps de ministre. Dites-moi, Jean-Claude Chikaya, on va parler du rapport avec la France. Le rapport avec la France, on le connaît, puisque l'industrie française est aujourd'hui importatrice de minerais qui provient du Gabon, principalement d'ailleurs, je ne sais pas à quel taux. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la France est un véritable allié dans ce domaine-là? Est-ce qu'elle aussi, elle peut mettre quelques pressions auprès du Gabon pour faire respecter un certain nombre de choses, ou pas du tout? Je crois que la France a une place qui... il faut peut-être prendre le problème à l'envers. Il faut peut-être parler du Gabon et de l'État gabonais et dire que les rapports avec la France sont en mutation et en transition. Et on le voit bien, notamment qu'on évoque dans le reportage le nombre plus limité qu'il y a d'expats et le nombre de nouveaux cadres gabonais, donc il y a une gabonisation un petit peu de l'entreprise, souligne un petit peu la place et du Gabon qui... il y a les plaques tectoniques qui bougent. Après que la France fasse pression, je pense que le Gabon peut faire une autopression et ne pas attendre qu'une tutelle comme dans les temps anciens, que les pressions viennent de la France. Je pense que maintenant, il y a des discussions, des dialogues, il y a des ONG. Je pense qu'il y a peut-être, si ce n'est déjà fait, un observatoire, notamment sur les questions écologiques et les questions de gestion et de développement au sens économique du terme, vont être tripartites. C'est-à-dire la société civile va vouloir prendre plus de place sur la surveillance, mais aussi sur leurs besoins, mais aussi comment ils peuvent, pour eux et pour elles et leurs enfants, les populations de Moanda et sous-régionales, s'impliquer dans les projets qui vont être grandissants et montants. Donc, attendre seulement que... Moi, c'est pas comme ça que je me pose les questions en ces termes. C'est-à-dire que le Gabon prend sa responsabilité sans la tutelle de la France. Et c'est manifeste. Et sur le plan de la santé publique, comme ça a été souligné, sur le plan de tout ce qui est régalien.
à l'intérieur du Gabon. Et je pense que ce serait peut-être mal vécu s'il y avait une pression qui pourrait donc s'accroître tutélaire sur l'État gabonais. L'État gabonais est tout à fait, et la population gabonaise est tout à fait en mature, mais tout à fait, de toute façon, ils vivent comme la population française et d'autres pays. La COP21 a bien souligné les problèmes mondiaux liés aux questions environnementales. Donc le Gabon n'y échappe pas, la France non plus. Donc la COP21 invite chaque pays et à chaque région et à chaque continent de bien être... l'interdépendance démontre à chacun qu'ils doivent déjà balayer devant leur porte et dans l'interaction et l'interdépendance, donc travailler à ce que justement ce qui a été soumis comme critère de la COP21 puisse être respecté. J'aimerais juste rappeler pour nos téléspectateurs et nos téléspectatrices que ce métal a été déjà utilisé depuis la préhistoire, sous forme de dioxyde de manganèse. Des peintures d'ailleurs de plus de 17 000 ans l'ont utilisé comme pigment. Oui, on retrouve absolument. Alors les Égyptiens, les Romains l'utilisaient comme des composés de manganèse dans la fabrication du verre, par exemple. Tout ça pour poser cette question, est-ce que l'exploitation des matières premières en Afrique, c'est un peu, si vous voulez, l'avenir, le présent et l'avenir? Maïs Mouiz. L'exploitation, c'est le présent. L'avenir, c'est la transformation. Dans la plupart des pays africains du centre et du sud, on trouve des mines de différentes quantités, de différentes tailles. On crée de la valeur ajoutée sur les minerais par la transformation. Et ça, d'ailleurs, était l'un des points évoqués dans le sujet. On a créé un complexe métallurgique à Moanda, donc le fameux C2M, où on transforme environ 5% de la production gabonaise de manganèse. Ça a été dit dans le reportage. La Comilog, c'est 2000 collaborateurs, 2000 employés. Le C2M, c'est 432 employés. Ça veut dire que par le simple fait qu'on a transformé sur place 5% de la production de manganèse, on a injecté au sein de Comilog un quart de collaborateurs en plus. Du coup, on se rend bien compte que si jamais le Gabon parvenait à transformer encore plus, il créerait plus d'emplois. En sachant que dans les secteurs des mines, on a à la fois les emplois principaux, dans la Comilog, et les emplois liés à la sous-traitance. Donc il faut transformer le minerai. En ce qui concerne le manganèse, c'est un métal, et comme tous les métaux, la transformation a ceci de particulier que ça demande beaucoup d'énergie. En l'occurrence, dans le cadre de la transformation qui a été mise en place à Moanda, on a dû construire un barrage hydroélectrique à Poubara, le barrage de Grand Poubara, qui produit 160 mégawatts. Pour 160 mégawatts et plusieurs milliards, on a réussi uniquement à transformer 5%. Donc la question énergétique devient structurante, fondamentale dans la transformation des matières premières. Il faut que les pays, le Gabon dans ce cas, mais au-delà pour les pays miniers d'Afrique, arrivent à trouver des solutions pour faire en sorte de produire beaucoup plus d'énergie pour permettre au pays de transformer plus. Pour information, le Gabon, sur toute sa production électrique, produit 500 mégawatts d'énergie. Pour la seule ville de Moanda, on absorbe 160 mégawatts, donc environ 20% de l'énergie produite pour le pays, pour cette mine qui produit 5%. Il nous reste quelques minutes. C'est aussi question de volonté politique, parce que si aujourd'hui on parle du C2M, c'est parce que quelque part, il y a eu un homme qui a dit, bon, écoutez, maintenant je voudrais que ça se passe chez moi, au lieu que ça se passe toujours à l'étranger. Il me reste 2 minutes à peine. J'aimerais juste qu'on fasse un tour de table. La Comilog, quel est votre sentiment? Est-ce qu'elle a un enjeu dans les 10 prochaines années? Est-ce qu'elle veut se placer sur le podium, les 2 premiers? Moi, je pense que oui. Parce que déjà, le fait de lancer justement ce C2M, ça veut dire qu'ils essaient de voir un peu plus loin. Voilà. Le Gabon en tête, c'est possible? Le Gabon en tête, c'est possible, puisque les autres, ils se sont mis en tête comment? C'est par le travail. Et ce qu'on a vu, nous, sur place, c'est vraiment des gens qui sont au travail, matin, midi, soir, quoi. Voilà. Le Gabon un modèle? Oui, le Gabon un modèle. Il y a des potentialités énormes au Gabon et dans la sous-région. Et le Gabon peut devenir donc une puissance continentale, donc mondiale par l'intermédiaire de ce type de dispositif politique et donc une volonté politique. Si le Gabon continue à ne pas omettre donc les problématiques de la population, mais aussi les problématiques de diversification en termes d'économie et d'extraction, comme ça a été souligné, il y a la transformation, la diversification, c'est l'autre enjeu, mais ils sont complètement interconnectés. S'ils arrivent à relever
ce défi, le Gabon risque de prendre place dans des trios de tête dans bien des domaines. Je vous ai vu sourire. Maïs Moussi. Étant Gabonais, que traduit ce sourire? Étant Gabonais, je ne peux souhaiter que Comilog continue de se développer et que l'exemple de Comilog fasse école. Encore une fois, la volonté des pays africains est de se développer. Dans le monde ou en Afrique? Déjà en Afrique, sur le principe de la transformation. C'est indispensable. Aucun pays ne s'est développé sans transformer ses matières premières lorsqu'il en avait. Donc, le Comilog, avec l'État gabonais, il est vrai, il faut le dire, est rentré dans ce processus. Je pense qu'il faut l'amplifier et le moment venu, il faudra l'exporter. Eh bien, merci à vous. Un dernier mot. On vous retrouve bientôt ici pour un documentaire un peu exceptionnel. Prochain, on est en train de travailler dessus en ce moment. Ouais. En ce moment. Plein de bon courage à vous. Christian Mambou, journaliste à la rédaction, je le rappelle. Merci à vous pour ce documentaire qui s'intitule Moanda, la ville du Mangalès. Merci à Jean-Claude Filchikaya, chercheur à l'IPSE, et à Maïs Moussi, banquier. Merci messieurs. Si vous le souhaitez commenter, n'hésitez pas. Merci à toute l'équipe technique. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à Télé Sud. À bientôt. Ciao, ciao.